Sean Combs est retourné au tribunal aujourd'hui pour demander l'annulation de ses condamnations. Que dit son équipe? Comment semblait-il? Qu'attendre ensuite? Et d'ailleurs, tout cela se fait en prévision de la semaine prochaine. Lorsqu'il sera officiellement condamné, est-ce que cela va encore avoir lieu? Et quelle sera cette peine? Pourrait-il aller en prison pour les prochaines années? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Une grande audience vient tout juste de se terminer dans l'affaire Sean Diddy Combs dont nous devons parler. Il essaie maintenant de faire annuler ses condamnations. Ceci précède la semaine prochaine où le magnate du rap devenu criminel condamné sera officiellement condamné pour 2 chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution. Cela fait suite à son procès retentissant. Il y a quelques mois, lors du procès, un jury l'a peut-être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, mais pas de trafic sexuel ni de complot en vue de racket. Cela entraînait ici de lourdes peines de prison. Pour chaque chef d'accusation retenu contre lui, il risque jusqu'à 10 ans de prison. La plupart des analystes juridiques estiment qu'il est très peu probable qu'il reçoive une telle peine, je peux vous l'assurer. Mais les procureurs fédéraux, ayant déjà proposé 4 à 5 ans de prison, pourraient même demander davantage. L'équipe de défense de Combs a demandé environ 14 mois et après des mois en détention fédérale au Metropolitan Detention Center depuis septembre 2024, sa liberté sous caution reste refusée. Si le juge suit la recommandation de la défense, alors Combs serait essentiellement libéré immédiatement et, au fait, juste rapidement. Nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je veux souligner quelque chose à propos de la condamnation avant de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ses avocats ont soumis un mémoire de 182 pages sur la condamnation, exposant leur argumentation pour une peine réduite. Ils reviennent sur l'histoire et l'enfance de Combs en expliquant comment son père a été abattu et que cela a eu un impact énorme sur la vie de Sean Combs. Comment il s'est consacré à sa famille et à sa carrière, a construit une famille pour ses collègues et amis à travers son entreprise et comment il a été une source d'inspiration pour les autres. Il faut considérer divers facteurs tels que la consommation de drogue, la dépendance et certaines conditions médicales censurées dans ce dossier. Mais tout cela peut jouer un rôle dans sa colère, et nous savons que la défense a clairement essayé de justifier beaucoup de ses accès de colère, n'est-ce pas? La célèbre agression de Cassie Ventura, filmée en 2016. La défense a expliqué de quoi il a été reconnu coupable et comment cela ne justifie pas une peine de prison importante. Que Cassie Ventura et Jane, les principales victimes et accusatrices dans cette affaire, faisaient partie d'une relation sexuelle consentie avec Sean Combs. C'est l'argument, je veux dire. Rappelez-vous, il n'a pas été reconnu coupable de trafic sexuel malgré les preuves des freak-offs et des nuits sauvages du King. La défense affirme qu'il n'y avait ni force, ni fraude, ni coercition. Que les escortes masculins qui constituent les condamnations pour transport en vue de se livrer à la prostitution, ils consentissaient librement à ce qui s'est passé, selon eux. Citation. C'est le seul cas que nous avons identifié où le gouvernement affirme que des hommes adultes professionnels et consentants étaient des victimes du Mann Act. La loi Mann fait référence au transport en vue de se livrer à la prostitution. Il souligne, et d'ailleurs cela revient encore aujourd'hui, que Combs n'a tiré aucun revenu de cette prostitution. Il rappelle que les directives prévoient une peine de 6 à 12 mois. Comment le tribunal ne peut utiliser aucune preuve provenant des parties de racket ou de traite sexuelle de l'affaire pour le condamner pour prostitution, car cela serait inconstitutionnel? Ils ont contesté les circonstances aggravantes, tandis que les procureurs ont demandé une peine plus lourde. Ils ne peuvent invoquer ni fraude, ni coercition, ni affirmer que Combs était chef ou organisateur. Encore une fois, ils disent « Regardez de quoi il a été acquitté ». Cela suggérerait cela et ils soutiennent « Regardez, il a déjà subi suffisamment de punitions en restant plus d'1 an dans le tristement célèbre Metropolitan Detention Center. Donc, ils plaident pour une peine de 14 mois et d'ailleurs, en prévision de la sentence, des gens ont soumis des lettres de soutien pour Sean Combs au tribunal. Vous avez une lettre de sa mère, Janice Combs, qui écrit en partie « J'écris cette lettre pour implorer votre honneur d'avoir pitié de mon fils. Sean a toujours été un fils aimant et attentionné. » Le 21 décembre, j'aurai 85 ans, poursuit-elle. J'aimerais pouvoir passer les dernières années de ma vie avec mon fils, Sean. Malheureusement, mon fils a commis de terribles erreurs dans sa vie, ce qu'il reconnaît, j'en suis sûr. Sa sœur adoptive, Keisha Combs, a écrit « J'espère que ce moment sera un tournant dans la vie de Sean vers plus d'intention et d'honneur. » Vous avez même des lettres d'autres détenus, notamment une de Raymond Castillo qui écrit « Monsieur Combs m'a sauvé ».
Non seulement il s'efforce de s'améliorer lui-même, mais aussi d'améliorer la vie de tous ceux qu'il rencontre et de laisser un impact positif dans la vie de chacun. Même enfermé et avec peu de moyens, j'ai vu cet homme accomplir l'extraordinaire en milieu ségrégé. J'ai vu M. Combs unir toutes les races et groupes ethniques, sans distinction. Grâce à cette unité, un autre détenu écrit aussi grâce à lui. Dans l'unité, chacun agit positivement envers les autres, ce qui aide beaucoup à progresser et à devenir meilleur en sortant de prison. Alors, avec tout cela en tête, n'est-ce pas, cette condamnation va-t-elle vraiment avoir lieu ou ces condamnations vont-elles être annulées? Parce qu'on doit parler de ce qui s'est passé à l'audience d'aujourd'hui, où Combs a essayé de faire annuler ces condamnations. Accueillons de nouveau la journaliste du Law and Crime Network, Elizabeth Milner. Elizabeth, ravie de vous revoir. Nous pourrons en reparler. Ça fait quelques mois, merci beaucoup. D'abord, c'était une scène folle pour entrer. Il y avait beaucoup de monde qui essayait d'y arriver. Vous étiez là depuis environ 6 heures du matin? Oui, j'étais là dès 6h30. À mon arrivée, une file d'attente, surtout des journalistes, était déjà formée. Plus tard, on a pu inscrire notre nom sur la liste et revenir ensuite. En revenant, j'ai été surprise par la foule et leur intérêt pour ce qui me semblait une audience procédurale assez classique. Mais tellement de gens, je pense, voulaient avoir un de leurs derniers aperçus de Sean Combs avant qu'il n'apprenne finalement, ou avant qu'il n'apprenne finalement son sort. Oui, et comment avait-il l'air? Parce que nous avons les croquis d'audience, à mon avis, il a l'air plus maigre. Oui, je pensais la même chose. Maintenant, je ne veux pas que quelqu'un interprète mal ce que j'ai dit, comme l'année dernière quand j'ai dit « incroyablement mince ». Rien de tout cela, mais j'ai trouvé qu'il semblait plus mince qu'au procès. Sa combinaison Metropolitan Detention Center paraissait trop grande, ce qui m'a surprise. Contrairement à ce que le juge avait ordonné, c'est-à-dire les pulls, les pantalons, tout ça. Donc, il est arrivé en combinaison kaki beige. Il avait l'air tout souriant. J'ai été surprise, vu qu'il n'avait sans doute pas vu l'un de nous depuis longtemps, mais je pense que c'était surtout pour sa famille, les sourires. Sa famille était là? Sa famille était là, et toute la famille aussi. Donc, cela incluait Keisha Combs, Lawanda Lane, qui s'occupe un peu des jumelles pendant que Sean Combs est incarcéré. Sarah Chapman, mère de Chance Combs, était présente, ainsi que Chance, les jumelles, Janice Combs, mère de Sean Combs, et Charlouche, présentes chaque jour du procès. L'avait appelé à la barre latérale. Nous l'avons eu à la barre latérale, je l'ai interviewé. Il y avait aussi Quincy Brown, Justine et Christian Combs, ainsi que la petite amie de Christian. Donc, c'était vraiment un groupe assez impressionnant, et ça, c'était juste en comptant la famille. Il y avait aussi d'autres proches présents pour soutenir. Laisse-moi te demander quelque chose. T'est-il déjà arrivé de sortir d'une réunion et de te dire « Attends une minute, qu'est-ce qu'on vient de décider après tout ça ?» Ou peut-être que tu as assisté à une très bonne discussion, mais que tu as un peu perdu de vue les points d'action par la suite. J'ai déjà vécu ça et je l'assume. C'est pourquoi je veux te parler de notre partenaire Plode AI et de leur nouveau produit, le Note Pro. Cet appareil ici est un assistant de réunion intelligence artificielle conçu pour les dirigeants. Il fait à peu près la taille d'une carte de crédit, il est fin, il est portable. Oh, et au fait, regarde ça. Il se fixe directement à ton téléphone. J'adore ça. Je peux garder le mien pour les séances de brainstorming lors de la planification de nouveaux épisodes de Sidebar ou d'interview. Il capte les voix à 5 mètres, filtre les bruits de fond et enregistre 50 heures sans interruption. Mais voici le vrai atout. Il capture absolument tout, l'audio, les photos, les notes écrites, les points importants, puis l'application transforme tout cela en résumé structuré. Des analyses et tâches claires à partager avec votre équipe et avec Ask Plode, c'est comme un second cerveau. Il rédige des emails de suivi, extrait des rapports et vous aide à réfléchir selon le contexte de vos réunions. NoPro vous apporte aussi la tranquillité d'esprit. Un écran affiche l'état de l'enregistrement. Il offre Apple FinMy, un transfert rapide et respecte les normes de confidentialité les plus strictes. Je sais et je me sens en sécurité en l'utilisant, même pour les sujets sensibles. Si, comme moi, vous voulez optimiser votre temps, essayez le Plode Note Pro. Actuellement, bénéficiez de 10 € de réduction sur Plode, Note et NotePin avec le code GC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. D'accord, donc nous devons parler de ce qui a été l'argument principal aujourd'hui. L'argument principal tournait autour de cette requête en jugement d'acquittement. C'est essentiellement quand un avocat de la défense dit « Écoutez, il n'y avait pas assez de preuves pour condamner cette personne. » Et cela concerne les 2 condamnations qu'il a reçues. C'est bien ça, 2 chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution. C'est clair. Cela consiste à transporter des personnes entre États ou à l'international pour les faire se livrer à la prostitution. Aucune force, fraude ou coercition requise, c'était simplement le transport d'hommes. C-A-S-S-I-E, Jeanne. Voilà. Le premier problème, si j'ai bien compris, portait sur le moment de la requête, n'est-ce pas? Que se passerait-il alors? Au début, le gouvernement utilisait cet argument,
D'abord avec Meredith Foster, ce que beaucoup doivent se rappeler. La procureure principale dans cette affaire, Maureen Comey, n'était plus là parce qu'elle a été renvoyée de son poste, ce qui, apparemment, n'a rien à voir avec cette affaire ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une autre histoire. Meredith Foster défendait le gouvernement et au début, il contestait surtout les instructions données au jury. Et ils ont cité quelques affaires, dont une de 2025 États-Unis contre Kelly et comment. Le prévenu a plaidé en appel que la loi Mann et la conspiration RICO étaient inconstitutionnellement vagues, mais le gouvernement a répondu que cette question aurait dû être soulevée avant le procès. Il citait des affaires de 2003 de 1973, simplement à propos des préoccupations plus larges. Mais le gouvernement disait qu'il avait l'impression que la défense essayait un peu de retenter sa chance, ils encourageaient, ou le gouvernement disait que la défense encourageait le prévenu à soulever ses arguments après coup. Il affirme que la défense n'a soulevé ces questions qu'après le procès et qu'elles auraient dû l'être lors de la phase d'inculpation. Alexandra Shapiro, présentant la défense, a souligné le caractère très restrictif de la loi et de la règle 12, affirmant qu'il était impossible de présenter cet argument plus tôt. Cela découlait de l'acquittement puisqu'il a été déclaré non coupable de complot RICO et de trafic sexuel, victime 1 et Jane. Cassie Ventura, la première victime. La défense a expliqué qu'il n'avait pas pu avancer cet argument plus tôt et qu'il le faisait maintenant, car c'était le moment le plus approprié selon eux. Vous laissez le timing de côté. Le juge approuve, mettez-le de côté. J'aborde maintenant la question de l'existence de motifs réels pour annuler ces condamnations. Un des arguments, et je précise que plusieurs sont cohérents avec ceux déjà avancés par la défense dans les dossiers précédents. L'un d'eux est, et si je comprends bien, Sean Combs n'a tiré aucun profit de cette prostitution, ou il ne l'a pas payée lui-même, n'est-ce pas? Il y a comme un aspect commercial, un argument, qu'ont-ils dit? Oui, voilà. Donc au départ, ils allaient poser en quelque sorte 4 questions et les deux parties devaient répondre à ces questions. Cela a donc été évoqué lors de la deuxième question. À propos de savoir si la poursuite en vertu du Mann Act avait un motif financier et si l'accusé relevait ou non de la deuxième responsabilité. Je ne connaissais pas du tout cela, n'étant pas avocate, mais les arguments étaient intéressants. La défense a alors commencé. Alexandra Shapiro affirmait que la loi devait être strictement interprétée, ciblant uniquement proxénète et prostitution. Elle a dit que M. Combs était un consommateur présumé dans une simple affaire de type wire. Cela semblait être le cas. Tout l'argument de la défense était qu'il se contentait de donner de l'argent financièrement, mais ce n'était pas forcément lui qui gagnait cet argent. La juge a donc demandé pourquoi Combs ne serait-il pas responsable intentionnellement selon cette théorie de causalité volontaire. La défense a répondu non, car cela concerne le transport et l'intention criminelle. Que les gens auraient l'intention, oui, exactement, et l'intention que les gens se livrent à la prostitution. On ne peut pas dire qu'il agit volontairement, car il regardait juste 2 personnes avoir des relations sexuelles. Donc, la défense parlait de l'aspect financier et de la façon dont ils avaient déjà soutenu que, vous savez, l'argent était pour le temps passé. Ce n'était pas nécessairement pour des raisons sexuelles. Ce n'était pas ce genre de situation typique de prostitution. Ils essayaient de faire cette comparaison. La défense affirmait que cela suggère que la condamnation de Sean Combs reposait sur la transaction d'argent. Parce que, si vous vous souvenez de ces tableaux récapitulatifs des vols, il était très facile pour le jury de tirer ses conclusions sur le montant d'argent qui avait été payé. Voilà ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là que ce vol a eu lieu et le jury a conclu. En essence, lorsque ces nuits d'hôtel avaient lieu, c'était essentiellement dans le cadre du processus de transport de personnes à travers les frontières d'État dans le but de prostitution. Alors que le gouvernement affirmait que la condamnation devait être maintenue, la défense conteste la notion de flou et la définition même de la prostitution. Le gouvernement a précisé que le problème n'est pas de déterminer si l'accusé s'est livré à la prostitution ou à des actes sexuels. La question est de savoir si l'accusé a transporté une personne à travers les frontières d'État ou internationales dans le but d'avoir des relations sexuelles. Le gouvernement a donc affirmé avoir facilité le transport intentionnellement. Et même si Cassie et Jane, et c'est là que cette première responsabilité, la responsabilité secondaire, entre en jeu, là où étaient Cassie et Jane, celle que le gouvernement disait être celle qui contactait ses artistes ou escortes. C'était Didi ou Sean Combs qui avait cette seconde responsabilité, car il a observé et financé. Comme s'il avait aidé dans les médias, oui, exactement. Il disait que ce n'était pas une affaire classique avec une organisation envoyant des prostituées à divers clients et un vaste réseau. Oui, mais ce n'est pas forcément ce que cette loi exige. C'est « Avez-vous transporté des personnes à travers les frontières dans le but de la prostitution ?» J'entends cela et cet argument. Oh,
J'allais dire, Et la défense, ils sont revenus plus tard en disant que le gouvernement n'a pas parlé de la responsabilité secondaire au jury. Cela en dit long. Donc, Alexandra Shapiro a avancé cet argument et elle dit qu'ils ne contestent pas que l'argent vient de Sean Combs. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans leur argumentation. tu te souviens, pendant le procès, il y avait tant de preuves que l'argent venait bien de lui? Où il était au téléphone, où il y avait des notes vocales ou des messages, n'est-ce pas, qui montraient qu'il dirigeait tout ça. Exactement. Exactement. Et donc, en dernier recours pour sauver cet argument, la défense a affirmé que le Mann Act constitue historiquement une honte pour les États-Unis. Parce que c'est là qu'ils ont en quelque sorte introduit cette connotation raciale, que c'était le cas. Pouvez-vous expliquer qu'ils ont dit de façon constante que c'est raciste? Qu'ont-ils dit à ce sujet? Ensuite, nous verrons les arguments constitutionnels que je trouve très intéressants, mais d'abord, qu'ont-ils dit sur le caractère raciste? Eh bien, c'est un argument qu'ils ont déjà avancé, n'est-ce pas? C'est un argument qu'ils répètent depuis des mois. Essentiellement, la loi a été rédigée il y a longtemps, à une autre époque, dans un autre contexte, où il s'agit en réalité simplement de parler de la traite des esclaves et du transport de personnes d'un État à l'autre. Et alors, la défense disait à peu près cela. Les objectifs de cette loi, en 2020 et pour 2025, ne reflètent plus sa conception initiale. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, le département de la justice ne poursuit pratiquement que dans les cas de traite sexuelle typiques, d'une certaine manière, c'est-à-dire des personnes transportées d'un État à l'autre ou des mineurs. Je pense que la défense soutenait que ces personnes étaient des adultes consentants, franchissant les frontières des États. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, Jessie, c'est de me demander si la transaction d'argent avait eu lieu. Si l'accusation n'avait pas trouvé cet argent, serions-nous ici aujourd'hui? Commercial veut simplement dire quelque chose de valeur. Donc, si les escortes recevaient quelque chose de valeur pour faire ce travail, ou l'argument serait que Jane ou Cassie recevaient quelque chose de valeur en échange, par exemple, d'un cadeau luxueux. Oui, je pense qu'ils peuvent avancer cet argument, mais il y a aussi la circulation d'argent. Oui, il y en a aussi. Ils ont déjà avancé cet argument dans des documents précédents, suggérant qu'un homme noir éminent est poursuivi pour cela. Ce n'est pas une affaire liée à d'autres grands réseaux de trafic sexuel. Il a été condamné uniquement pour ce fait. Et cela soulève la question, si tout ce qu'ils avaient, c'était ces accusations et non pas le racket ni le trafic sexuel, auraient-ils même intenté cette affaire? Oui. Et c'est aussi ce que la défense a souligné aujourd'hui. Nous devons aborder ce sujet, l'argument du premier amendement. J'en ai déjà parlé auparavant, car il figurait dans un dossier de la défense. C'est un argument inédit et intéressant. Ils disent en gros qu'il est protégé par le premier amendement et que ce n'est rien d'autre que du voyeurisme. Expliquez-nous cela. Oui, et donc cela a été abordé dans la question 4, qui a été répondue avant la question 3, donc c'était juste un peu dans le désordre. La question était de savoir si les dossiers indiquent chaque passage d'une escorte aux frontières d'un État ou international. Est-ce que ces rencontres, ces nuits d'hôtel, ces moments de débauche étaient-elles toujours filmés? Et donc, dans l'autre partie, la deuxième partie de cette question était « Est-ce que cela a vraiment de l'importance? » En somme, le gouvernement affirmait que cela n'avait pas vraiment d'importance. Les escortes étaient souvent filmées et au procès, les preuves montraient qu'il enregistrait fréquemment les nuits d'hôtel ou de débauche. Ils ont aussi évoqué les sextapes parmi les preuves qui correspondent au registre de voyage. Mais le gouvernement juge cela peu important, surtout d'en discuter. Le Mann Act porte seulement sur le transport, pas sur le tournage, donc le gouvernement a précisé que la violation concernait le transport. En transportant des personnes entre États pour des relations sexuelles, il prouve qu'il n'est pas qu'un simple amateur de films pornographiques. La défense soutient que peu importe s'il filmait encore les freak-offs, qu'il était un producteur et un consommateur de pornographie ou de porno amateur, comme ils l'ont appelé, et cela est protégé par le premier amendement. Et donc, Alexandra Shapiro a dit qu'il avait le droit, en tant que consommateur, de, je suppose, y participer. Je dirais que les adultes ont le droit de consommer de la pornographie. Jane a aussi mentionné la télévision, point évoqué lors des témoignages au procès. Ainsi, ils pouvaient regarder des vidéos d'eux lors de leur soirée cinéma à l'hôtel. La juge a alors demandé « Quel est le lien avec la condamnation et la question du premier amendement? » Et puis la défense a évoqué OnlyFans et en gros que ce n'est pas illégal d'en consommer. Parce qu'ils n'y participaient pas forcément, mais j'ai trouvé que c'était un argument assez intéressant. Leur principal argument, c'est que toutes les rencontres n'ont pas été filmées.
Si c'était pour un usage personnel, pourquoi toutes n'ont-elles pas été filmées? Ils affirment qu'il s'agit de criminaliser les voyages pour la prostitution ou le sexe commercial. Ils ont parlé de l'affaire O'Brien devant la Cour suprême, et c'est là que la Cour suprême a confirmé une loi fédérale qui disait qu'il était illégal de détruire les cartes d'incorporation. La Cour a créé le test O'Brien, sans protection du premier amendement. Pour déterminer si une conduite expressive ou un discours symbolique mérite d'être protégé par le premier amendement, le gouvernement devrait démontrer un intérêt gouvernemental important ici. Alors ici, que disent-ils? Quel est l'intérêt du gouvernement à surveiller cela et à criminaliser ce qu'il a fait? Quel est-il? C'est simplement de réguler. Honnêtement, Jessie, tu aurais dû résumer ce qu'O'Brien a fait dans la salle d'audience. J'étais là à me demander O'Brien. O'Brien. Note juste O'Brien pour que je puisse le retrouver dans mes notes. Parce que, encore une fois, pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien. Je n'ai pas pu le chercher sur Google. Mais le gouvernement a dit que la régulation de la prostitution relève de l'intérêt public. Ils affirment qu'il faut décourager la violence envers les femmes, l'usage illégal de drogue et prévenir les agressions sexuelles. Ils affirment que chaque État américain a ses propres lois sur la prostitution et la réglementation dépend de l'État où l'on se trouve. Il y a un problème important. Ainsi, le gouvernement soutenait que l'interdiction du transport pouvait aider à atteindre l'objectif de lutter contre la prostitution. Certains, surtout la défense, ont un peu embelli l'affaire, la considérant comme purement privée. Voilà ce qui se passe, et le gouvernement essaie de contrôler ce qui se passe dans la chambre à coucher des adultes. Et donc, la défense a déclaré: eh bien, il s'agit d'une conduite expressive protégée par le premier amendement, et le département de la justice le confirme dans sa politique. C'est ce que la défense soutenait. Et donc, la défense a fait valoir que le département de la justice poursuit des affaires impliquant des mineurs, et spécifiquement avec des travailleuses du sexe. Parce que, encore une fois, souvenez-vous, même s'ils appellent ces hommes des artistes ou des escortes, la défense a été très catégorique sur le fait que ces hommes n'étaient pas des prostituées. Et même ceux qui ont témoigné, le punisseur aussi, ou bien Sherry Hayes et Daniel Phillips. Ils ont dit être payés pour leur temps sans être forcément des prostituées, mais l'ont reconnu. Ils participent aussi à des événements spécialisés. La défense a affirmé qu'il s'agissait d'adultes consentants, dans l'intimité de chambres d'hôtel ou chez quelqu'un. Ce n'était pas ainsi. Ils étaient dans un salon de massage ou une chambre, vous voyez. La défense a affirmé que c'était surtout une affaire privée. Et donc, le gouvernement a répondu que cela avait déjà été exposé dans plusieurs requêtes précédentes déposées par la défense et qu'elles avaient toutes été rejetées. Mais c'était intéressant d'entendre ces arguments à propos d'O'Brien et d'en apprendre davantage sur O'Brien aujourd'hui. As-tu pu tirer quelque chose du juge, le juge Arun Subramanian, sur la direction dans laquelle il va statuer à ce sujet? Parce que je comprends qu'il n'a pas pris de décision, mais il l'a fait, non? À un moment donné, il a dit si vous avez un homme d'affaires qui, vous savez, paie pour que son client soit avec une prostituée, et que le client participe à des actes sexuels avec cette prostituée, est-ce que l'homme d'affaires est responsable ou est-ce que cet homme d'affaires est une prostituée? Ouais, est-ce que c'est du transport ou est-ce que c'est de la prostitution? Et je veux dire, il a posé cette question parce qu'il l'a fait et quelle a été la réponse? Mais as-tu aussi eu l'impression qu'il doute des arguments de la défense? Eh bien, je crois que de petits indices me faisaient parfois ressentir cela. Le juge Arun Subramanian semble vraiment bien clarifier les attentes des deux parties. Il relance, pose des questions et vérifie sa compréhension, par exemple. Si je comprends bien, vous voulez ceci. Pour votre première question, la défense a répondu que ce n'est pas de la prostitution. Et encore une fois, ils pensent que c'est vraiment la position de leur cliente. J'avais l'impression, selon ce que j'imaginais, car je ne suis pas dans la tête de la juge ou autre. Il semble qu'il penche plutôt peut-être vers le non. Concernant les requêtes de la défense, j'ai l'impression que la condamnation aura lieu comme prévu le 3 octobre. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il a dit « Je vous verrai vendredi prochain ». Donc, je pense qu'il a déjà en tête que la condamnation aura lieu, mais il sera intéressant de voir s'il se rangera du côté de la défense ou du gouvernement lors de la condamnation. Donc 2 points ici. A, il a dit quoi? Qu'il prendra une décision, il pourrait prendre une décision bientôt à ce sujet. Mais rien aujourd'hui concernant la condamnation. Aucune information aujourd'hui sur la condamnation ni sur l'heure. Mais c'est le 3 octobre? C'est le 3 octobre et tu vas y être, et j'y serai aussi. Et une chose que je dirais à propos de la condamnation, et je pense que cela pourrait jouer en faveur des procureurs, au détriment de la défense. Oui, ils peuvent targuer que ces chefs d'accusation et condamnation sont mineurs, vu le racket et la traite d'êtres humains à des fins sexuelles dont il a été acquitté. Mais j'ai toujours dit, je pense que c'est le nombre de fois. Oui.
le nombre de fois qu'il a fait ça. Ce n'était pas un cas isolé, c'était plusieurs fois avec plusieurs travailleuses du sexe. Et est-ce que quelque chose est sorti à ce sujet aujourd'hui? Est-ce qu'ils en ont parlé, le procureur? Oui, absolument, le gouvernement. Dans la dernière partie de leurs arguments, ils ont souligné que Sean Combs avait aussi un passé violent cette semaine. Tu as évoqué l'incident à l'hôtel Intercontinental en 2016, ce qui s'y est passé, ainsi que l'affaire récente de juin 2024 avec Jane. Ensuite, le gouvernement. Dans leur dernier argument au juge, avant notre renvoi, ils affirmaient que Sean Combs avait tout prémédité et coordonné pour son plaisir sexuel. Donc, pendant que la défense soulignait que c'était peut-être Jane ou Cassie qui avaient été en contact avec ses escortes ou ses artistes. Ils ont déclaré que tout cela était sous la direction de Sean Combs pour son plaisir sexuel. Le gouvernement a rappelé « N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici ». Cela dure depuis des années. 15 ans, ils ont souligné de 2009 à 2024. Donc, il me semble, et encore une fois, je ne suis pas avocate ni rien de tout ça. Mais il semble que lorsque le juge prendra en compte la sentence, il pourrait considérer l'ensemble des éléments du procès, et pas spécifiquement les registres de vol, ou que certains étaient parfois plus enclins à participer. Ce sera donc intéressant à observer. Nous verrons si nous avons raison. Rendez-vous la semaine prochaine. Elisabeth Milner, ravie de vous revoir. Heureuse de vous revoir, merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.